lire, dire, écrire avec Le Temps des cerises de Philippe Dumas. Alors aujourd'hui, je vous présente un album que j'aime vraiment beaucoup, qui est d'une délicatesse énorme, qui est émouvant, que vous connaissez sans doute aussi. Alors Le Temps des cerises, bah oui, vous connaissez la chanson. Il évoque le printemps, mais il évoque aussi un moment de notre histoire qui n'est pas si joyeux que cela, que pourrait le laisser entendre cette belle chanson d'amour. Alors Le Temps des cerises reprend la chanson de Jean-Baptiste Clément que vous connaissez évidemment et à laquelle il a ajouté en 1871 un petit couplet, donc juste après la Commune. Quand reviendra le temps des cerises, Pandores, idiots, magistrats, moqueurs seront tous en fête. Les bourgeois auront la folie en tête à l'ombre, seront poètes chanteurs. Mais quand reviendra le temps des cerises, siffleront bien haut, chasse-peau vengeurs. Alors le texte est un petit peu difficile évidemment à travailler avec des élèves, mais ça vaut vraiment la peine en explicitant comme ça quelques mots un peu pas tout à fait accessibles. En dehors de ça, c'est une très 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 jolie chanson. Alors on va la découvrir. Voilà. Quand nous chanterons le temps des cerises, Hymne de la Commune de Paris, chant de protestation bien connu, à l'origine, Le Temps des cerises, c'est une chanson d'amour. j'aimerai toujours le temps des cerises. La chanson a été écrite en 1866, 5 ans avant la Commune de Paris. Le Temps des cerises évoque l'amour et le retour du printemps. Seuls 2 vers lui valent d'être devenu l'hymne communard. Son auteur, Jean-Baptiste Clément. Né en 1836, Clément est un militant socialiste. On dit qu'il connaît 36 métiers avant de se lancer dans la chanson. Il s'y illustre par ses textes engagés. 1866, il est contraint à l'exil après avoir offensé Napoléon III dans une chanson. C'est en Belgique que Clément écrit Le Temps des cerises. Il a été obsédé par les cerises, qui lui rappelaient la mort, l'amour, la plaie. Enfin, c'était quelque chose qui l'obsédait. Eh bien, il a brusquement écrit cette chanson qui est un cri d'amour fantastique, et il n'a pas su pourquoi il l'avait écrit. Et ce n'est que plus tard, au moment de la Commune, qu'il découvrira pourquoi il a écrit cette chanson. C'est ça peut-être le génie, d'être en avance. L'ancien ténor d'opéra et barricadier de la Révolution de 1848, Antoine Renard, se charge de composer la musique. Jean-Baptiste Clément a été aux premières loges de la Commune de Paris, durant laquelle le peuple s'insurge, exprimant à la fois son rejet de la capitulation de la France face aux Prussiens en 1870 et son souhait d'une démocratie directe. Clément prend part au combat face aux troupes du gouvernement. Lors de la Semaine sanglante, du 21 au 28 mai 1871, Clément est témoin de la violence de la répression. Il écrit alors une autre chanson, La Semaine sanglante. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus sur les chemins que des vieillards tristes et en larmes, de pauvres veuves, des orphelins. Condamné à mort en 1874, Clément s'exile à Londres et ne reviendra en France qu'après la loi d'amnistie de 1880. Ce n'est qu'à ce moment-là que le peuple s'approprie vraiment le temps des cerises. Moins guerrière que la Marseillaise, le temps des cerises illustre la gaieté, le romantisme propre à l'esprit français. C'est à une anonyme que Clément la dédicace, Louise, une ambulancière de 22 ans que le chansonnier croise à Paris, soignant des communards, et dont il ne saura jamais si elle a survécu ou non à l'enfer de la Semaine sanglante. Cerise d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Aujourd'hui, le temps des cerises appartient au répertoire de la chanson française. Chacun peut s'approprier cette chanson universelle qui évoque à la fois l'amour, le temps qui passe et un esprit de révolte. Un certain Clément Jean-Baptiste, qui habitait rue Saint-Vincent,
voulant écrire un compliment, trempa sa plume dans le sang. Quels étaient Alors, quels sont les enjeux didactiques de cet album? Eh bien, les illustrations sont particulièrement travaillées, j'y reviendrai. Elles reprennent toute l'histoire de la commune jusqu'à la dernière semaine, la semaine sanglante des émeutes. On y retrouve des monuments historiques qui ont été saccagés au nom de la destruction de ce qu'ils représentaient du pouvoir ancien. Et évidemment, si l'on souhaite travailler cet album à partir du cycle 3 au collège et bien au-delà, il faut bien entendu construire toutes les connaissances qui sont nécessaires pour que les élèves comprennent l'enjeu et la portée de l'album. Alors, l'un des premiers enjeux, c'est cette tension entre le texte et les images que l'on va tout de suite découvrir et qui nécessite qu'on connaisse l'histoire de la chanson pour comprendre pourquoi finalement l'image raconte quelque chose et l'histoire en raconte une autre, mais en référence à ce moment historique. Il faut évidemment découvrir la période de la Commune, donc ça permet aussi d'aller identifier les lieux, les monuments de Paris qui sont détruits, donc apprendre à regarder vraiment les images et aller chercher des informations peut-être sur Internet ou dans des textes. Ça vaudrait la peine ici de faire des exposés aussi autour de la Commune. Et d'aller chercher aussi d'autres textes qui en parlent pour pouvoir les comparer. Alors, on pourrait tout à fait imaginer ce qu'est devenue Louise, cette soi-disant inconnue. Elle n'était pas si inconnue que cela, elle sera très connue par la suite. Il s'agit de Louise Michel, donc on peut imaginer les lettres que Jean-Baptiste Clément a pu lui écrire, puisqu'on sait qu'il en a été ébahi, il est tombé amoureux d'elle par son courage, sa force, sa détermination pendant la semaine sanglante, mais il ne saura jamais ce qui lui est réellement arrivé. On peut aussi imaginer le journal intime qu'elle a pu tenir pendant la Commune et tous les autres événements de sa vie que l'on découvre de façon très implicite évidemment à travers cet album. Et puis, après avoir imaginé tout ça, on peut découvrir quel était un personnage réel et qui elle fut réellement. Pas que réelle, c'est une femme de l'histoire de France. Alors on découvre l'album autrement et que l'on s'arrête sur les images. On découvre le printemps, le début de la saison, et puis on est tout en haut et on aperçoit Paris tout en bas. Paris qui vit, Paris qui chante, Paris illuminé. Illuminé par les balles, ici on est à la butte de Montmartre, et c'est de là que vont éclater les émeutes qui s'annoncent, puisqu'on voit bien d'un côté la danse, et puis de l'autre côté déjà l'inquiétude qui arrive, les armes qui sont présentes, les émeutiers qui se prêtent à entrer au combat. Ici, cette image, elle montre bien la tension qui est en train de monter. Si l'on a déjà encore des danseurs, on voit aussi dans les étals des magasins la famine qui s'annonce, puisque avec la perte, l'humiliation qui est subie en janvier 1871 par le roi prusse et qui va être déclaré empereur d'Allemagne au château de Versailles, eh bien, le gouvernement provisoire va signer l'armistice et capituler. Et ce sera un hiver particulièrement froid et associé à une très très grave famine de Paris, puisqu'on raconte que les Parisiens vont devoir manger des chiens, des chats, des rats, et pour la plupart aussi, dit-on, des animaux du zoo de Paris. Et c'est bien ce qu'annonce cet étal où on voit déjà pas vraiment de la viande, mais plutôt des animaux qui en général ne sont pas ceux que l'on retrouve dans nos assiettes. Là, évidemment, ça renvoie à la Commune, mais aux barricades, au rôle des enfants, la façon dont ils sont entrés dans l'histoire de la Commune. On peut évidemment ici aussi penser à Victor Hugo et voilà, à la place de ce petit garçon dans la Commune.
Ici, c'est la destruction de la colonne de Vendôme, hein, qui est décidée le 16 avril 1871 et qui est vraiment considérée comme le symbole du despotisme. Et puis là, on a les incendies, et Paris va subir plusieurs incendies, le palais des Tuileries, le palais de la Justice gothique, l'ancien hôtel de Paris et le palais d'Orsay vont être incendiés et pour la plupart disparaître. Et être reconstruits. Ici, on voit la violence de ces morts. Femmes et enfants n'ont pas été épargnés, ou encore comme la façon dont Paris va être ensanglanté, la façon dont la ville va vraiment être victime pendant la semaine sanglante. Hein, on aura 25 000 victimes du côté des communards, il y aura 40 000 arrestations dont la plupart vont être, comme on l'a vu précédemment, fusillés, on le voit ici, emmenés dans les au bagne dans les îles françaises. Alors, évidemment, c'est une histoire bouleversante et c'est toute l'histoire de cette chanson d'amour et de cette histoire de la commune qui nous raconte un pan de notre histoire de la Révolution, qui n'est pas des révolutions presque françaises, des moments de révolution, de révolte populaire. Alors, reste à savoir, mais à qui est donc destinée cette chanson? Elle est destinée à une certaine Louise, et on a su par la suite qu'elle était destinée à Louise Michel, et ce n'est pas n'importe qui Louise Michel. Donc après avoir fait écrire les élèves sur qui elle peut être, et cet échange avec le chanteur, l'auteur de la chanson, ou ce qu'elle a pu vivre, puisqu'on sait qu'elle était là pendant la commune, qu'elle a été infirmière pendant la commune, et bien après on peut partir à la recherche de qui fut réellement Louise Michel, peut-être lire certains de ses poèmes, ou peut-être lire des poèmes qui lui ont été dédiés. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Salut à tous. Good morning. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Confessions littéraires consacré aux mémoires de Louise Michel. Ce que vous venez d'entendre est un petit florilège des réponses que Louise Michel balança au juge en 1871 lors de son procès où elle fut condamnée à la déportation pour sa participation à la Commune de Paris. Condamnation qui n'entacha pas sa popularité, bien au contraire. De son vivant, Louise Michel était une véritable star. La preuve, c'est qu'en 1883, le Times la classa dans le top 3 des personnalités françaises les plus connues à l'étranger, et vous allez vite comprendre que cette place, Louise Michel ne l'a pas volée. Institutrice rebelle et anarchiste, qu'est-ce que c'est qu'une grève générale ? Elle se battit sans relâche pour défendre les opprimés, quitte à risquer sa vie ou sa liberté. Tout au long de son existence, elle fit les choses à sa façon, que ce soit dans son travail, dans son militantisme ou dans sa vie privée. Ses combats inspirèrent les plus grands comme Victor Hugo et Paul Verlaine, qui écriront des poèmes en son honneur. Sachant tout cela, une question se pose. Au-delà de la révolutionnaire exaltée, qui était-elle? Que pensait-elle? Que ressentait-elle? Pour répondre à ces questions, on va se pencher sur ses mémoires qu'elle publia en 1886 à 56 ans. Mais Voilà, je vous laisse continuer à découvrir Louise Michel à travers tous les documents ou en retrouvant cette petite vidéo, je vous ai laissé le QR code pour la trouver facilement. Voilà, une belle lecture.